Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Alors merci d'être présent pour cette table ronde qui est consacrée au Future Circular Collider, le FCC pour l'acronyme. Alors j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table ronde donc Virginie Chaput, qui est doctorante en sciences de l'information et de la communication et qui a écrit une thèse sur le sujet de la transition énergétique. Bonjour Virginie. Bonjour. Ensuite Pablo Jensen, qui est chercheur en physique et chargé de mission transition écologique à l'ENS. Bonjour Pablo. Bonjour. Et enfin David Chevalier, président de l'équipe du débat public sur le projet FCC. Bonjour. Bonjour. Alors donc, je vais recontextualiser un petit peu. Le FCC, ou Future Circular Collider, c'est le projet de grand collisionnaire étudié par le CERN pour préparer le futur de la recherche fondamentale en physique. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler du LHC, le Large Hadron Collider, qui a marqué l'histoire de la physique avec notamment la découverte du boson de Higgs en 2012. Le principe, c'est le suivant. On fait tourner des particules à très très grande vitesse dans un tunnel souterrain de 27 km de circonférence, puis on les fait collisionner et on regarde ce qui se passe. Alors, comme toute grande infrastructure scientifique, ça s'inscrit dans une temporalité limitée. Les programmes en cours se poursuivront encore sur plusieurs années, notamment avec la phase de haute luminosité, mais la communauté internationale réfléchit déjà aux instruments qui permettraient d'explorer la physique fondamentale dans la seconde moitié du XXIe siècle. Le FCC s'inscrit dans cette perspective. Il s'agirait d'un nouvel anneau souterrain d'environ 90 à 100 km de circonférence situé dans la région franco-suisse autour du CERN. Le projet est pensé en plusieurs étapes. Une première phase appelée FCC-EE, qui consisterait à faire entrer des collisions des électrons et des anti-électrons, et qui aurait pour objectif de produire un très grand nombre de bosons de Higgs pour mieux l'étudier. On pourrait aussi produire d'autres particules comme les quarks top, bosons Z et W, etc., mais je vais vous épargner les détails. Donc cette phase, elle fonctionnerait comme un véritable usine à Higgs et qui permettrait de tester très finement le modèle standard de la physique des particules. Dans un second temps, la même infrastructure pourrait accueillir un collisionneur proton-proto, appelé le FCC-HH, capable d'atteindre des énergies bien supérieures à celles du LHC d'aujourd'hui, afin de recharger des nouvelles particules de physique ou de la nouvelle physique en politique, économique et énergétique. Sa taille, son coût et sa durée de construction, ainsi que son exploitation, ses besoins de ressources, son insertion dans les territoires concernés et ses impacts environnementaux soulèvent des questions légitimes. L'objectif de cette discussion n'est pas de défendre ou de condamner le FCC par avance, il est plutôt de comprendre comment un projet scientifique de cette ampleur peut être présenté, discuté, critiqué et éventuellement justifié auprès du grand public. C'est précisément là qu'intervient l'enjeu du débat public, notamment à travers la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui a pour rôle de garantir l'information et la participation du public à ces grands projets qui ont un impact notamment sur l'environnement, l'aménagement du territoire ou la société. Dans le cas du FCC, la CNDP organise une première phase de débat public le 17 juin, si je ne me trompe pas. Quatrième réunion, le 17 juin à Lyon. Quatrième réunion, donc David, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la CNDP, sur cette réunion ? Oui, donc la Commission nationale du débat public, comme tu l'as énoncé, c'est l'organe qui permet de faire vivre le droit de la participation en France. Dès qu'un projet a un fort impact environnemental, il est par obligation soumis à débat public. Donc c'est le cas ici du projet de FCC. L'objectif, c'est d'identifier l'opportunité du projet, c'est-à-dire est-ce qu'on fait ou pas ce projet, c'est une des grandes questions du débat, les alternatives éventuelles, est-ce qu'on pourrait faire autre chose que ce projet, et puis de discuter des impacts socio-économiques, des impacts environnementaux et de l'aménagement du territoire. Donc on a commencé le débat le 2 juin, on arrive à la quatrième réunion. Cette quatrième réunion, elle se tiendra à Lyon le 17 juin à Lyon 2, dans un amphi sur les quais. Donc j'invite les personnes à venir nombreux et nombreuses, et on traitera d'une question particulière plutôt liée aux objectifs du projet, c'est-à-dire le lien entre la science et la société. Comment ça se décide un projet scientifique, qui peut décider et quelle est la place des citoyens-citoyennes dans ces décisions. Très bien. Alors la CNDP, c'est un organisme public français. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans d'autres pays ? Il y a des formes équivalentes dans d'autres pays, notamment au Canada, mais on a une forme assez particulière puisque nous, on a une autorité administrative indépendante pour permettre d'avoir un débat qui soit animé par des personnes qui sont décorrélées des conflits d'intérêts. D'accord. Et donc, vous, ensuite, vous faites remonter ça au CERN, à l'Assemblée nationale, à quelle entité
Alors, le travail qu'on fait, il se mène sur 4 mois. C'est une durée légale. On ne peut pas faire plus de 4 mois. Donc, on fait 4 mois de débat. À l'issue de ces 4 mois, l'équipe du débat va remettre un compte-rendu. Ce compte-rendu, il est remis au porteur du projet. Il va comporter des recommandations qui seront liées au droit de la participation, qui vont énormément concerner les porteurs du projet, c'est-à-dire en l'espèce le CERN et RTE, puisqu'ils sont tous les deux porteurs de cette saisine. Il pourrait y avoir aussi des recommandations qui sont adressées à l'État, par exemple. Et 3 mois après le rendu de notre compte-rendu, le CERN et RTE auront à répondre, puisque le document est public. Il y a une obligation de réponse, et cette réponse comportera ce qui fonde nos recommandations, qui vont être notamment liées à la qualité d'information. Est-ce que toutes les informations ont été disponibles? Les questions qui n'ont pas reçu de réponse, quand est-ce et comment ils vont y répondre? Et comportera aussi une réponse sur la poursuite du projet. Donc, le CERN peut décider à ce moment-là, suite au débat public, d'arrêter son projet. C'est le cas d'un projet sur 10 dans les débats publics qui sont animés, de l'améliorer, de changer ses caractéristiques. Donc ça, c'est le cas de 6 projets sur 10, ou de continuer comme ça. Si le projet continue d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire sans changement ou avec changement, là, de nouveau, il y a une phase de concertation continue sous l'égide de la Commission nationale du débat public qui va s'ouvrir pour encore de longs mois, puisque la décision d'investissement viendra plutôt en 2028-2029. Très bien, merci beaucoup. Alors, une question un petit peu plus ouverte aux différents intervenants. Selon vous, à partir de quel moment un projet scientifique cesse-t-il d'être seulement une affaire de spécialistes et devient-il un véritable sujet de société? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Comme vous voulez. Et je peux y aller. Moi, ce que j'ai observé dans ma thèse notamment, donc je vais parler surtout de ce que je connais, ça devient un sujet de société à partir du moment où ça va avoir un impact sur l'environnement, sur un territoire, où ça nécessite le changement de pratique pour beaucoup de personnes. Donc moi, je l'ai observé par exemple avec la transition énergétique, où c'est un sujet qui est éminemment technique, qui demande l'implication et l'intervention de techniciens, d'ingénieurs, etc., mais qui va aussi nécessiter du débat public, puisque ça nécessite le changement de comportement et que ça demande de changer des infrastructures, et donc ça a une influence sur le territoire, sur l'environnement, etc. Donc là, ça m'a l'air d'être aussi le cas pour ce projet. Pour compléter ça, je dirais que idéalement, tous les projets scientifiques devraient être soumis, on va dire, à avis, dans la mesure où ils sont financés par l'argent public en très grande partie. Ça ne semble pas absurde que les gens aient des choses à dire, donc il faut trouver les moyens de faire ça de manière astucieuse, voilà, pour avoir une bonne interface entre les citoyens et les spécialistes, on va dire, de chaque sujet. Mais en principe, en fait, ne serait-ce que parce que l'histoire a bien montré que les sciences ont produit énormément d'innovations technologiques. Et on est à Radio Anthropocène, donc on est responsable en tant que communauté scientifique de cet état de fait. Et en gros, la socio des sciences aussi a montré que ça n'a été possible que parce qu'on a créé une sorte d'idée de science neutre, et que la communauté scientifique, elle se protégeait derrière la barrière de nous, on produit de la connaissance voulant dire que c'est neutre, que c'est forcément bon. Et l'interface avec la société, ma foi, ça ne nous regarde pas tout de suite. Voilà, il y a des bonnes applications. On revendique les bonnes applications et un peu moins les mauvaises applications en général. Et cette accélération n'a été possible que parce qu'en fait, la communauté scientifique a été libre de faire en gros ce qu'elle voulait à l'intérieur de ses labos et de déverser via le marché, en gros, ce qui sortait des labos dans la société. Et c'est clair qu'impliquer la société, ça oblige à ralentir, voilà, mais si on a trop accéléré, c'est peut-être que voilà, il fallait socialiser les résultats des sciences, même en amont, en fait, pas juste par de la vulgarisation. C'est quelle thématique on choisit, et bien voilà, c'est ça dont il faudrait débattre. Oui, et du côté de la Commission nationale du débat public, nous, on travaille à partir de la loi du Code de l'environnement, en particulier d'un article qui est le L121-1 et qui stipule que toute personne a le droit à l'information, à la connaissance et à participer à la décision. Donc pour nous, il n'y a pas question d'exclure des personnes parce qu'elles ne connaîtraient pas suffisamment le fond scientifique, les objectifs d'un projet. Donc en ce sens-là,
sens-là, nous, on travaille à partir de l'égalité de traitement. Toutes les paroles se valent. Et un projet scientifique, il a aussi des implications sociales, d'aménagement du territoire, etc. Des personnes peuvent venir par cette entrée-là s'inquiéter de questions qui vont être d'ordre d'aménagement du territoire, socio-économique. On le voit dans ce projet de FCC. Qu'est-ce qui va se passer pour le logement? Qu'est-ce qui va se passer pour la mobilité? C'est une des portes d'entrée qui permet aussi ensuite de s'intéresser, par exemple, aux objectifs scientifiques. Ce que vous dites, David, c'est très proche de ce qui se passe en Suisse avec le système démocratique, où les citoyens sont beaucoup plus appelés à faire des référendums pour tout un tas de projets, et où ils ont une espèce de résumé de ce projet, même s'ils ne sont pas spécialistes, pour qu'ils puissent donner leur avis. Est-ce que ce serait souhaitable pour la plupart des projets scientifiques ? Oui, alors moi je peux parler que des débats publics et des concertations préalables qu'on mène à la Commission nationale du débat public, mais tous les projets commencent effectivement par un dossier de présentation du projet, rédigé par le porteur de projet et relu par les équipes de débat. Alors notre lecture, nous on est plutôt des spécialistes de la participation du public, donc c'est une lecture qui va être autour de est-ce que le document est clair et est-ce qu'il est complet, et c'est effectivement une donnée d'entrée très importante dans le débat, d'avoir des éléments clairs de présentation, un dossier qui est assez complet, des synthèses qui permettent de rentrer par un bout ou un autre du projet. Très bien. Alors, autre question, est-ce que selon vous, le public doit être consulté uniquement sur les impacts locaux et environnementaux ou aussi sur les priorités scientifiques elles-mêmes ? Je peux commencer à répondre. En fait, Grosse question. Enfin, je pense disons, ça prolonge ce que je disais tout à l'heure. On ne va pas demander l'avis du public, ne serait-ce parce que c'est lourd, vous le savez, pour arbitrer un petit projet à 5 000 € ou des choses comme ça. Mais en revanche, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de l'argent public, et on pourrait dire aujourd'hui, il y a un certain montant d'euros, mais aussi de carbone ou d'impact sur la biodiversité ou impact environnemental en général. Et donc, comment est-ce qu'on décide d'arbitrer en fait à quoi on va utiliser ces moyens et ces impacts entre les disciplines? Si vous laissez les scientifiques seuls décider, en gros, chacun va prêcher pour sa paroisse, et il y a des hiérarchies en fait dans la communauté scientifique comme partout ailleurs. Et donc, depuis la bombe atomique et un peu avant, même Newton et tout ça, la physique a été une des disciplines les plus prestigieuses. Et donc, si vous regardez ne serait-ce que l'histoire des présidents du CNRS, par exemple, pour prendre quelques faits objectifs, le dernier qui vient d'être nommé est physicien, il était ici à l'ENS d'ailleurs comme chercheur dans notre labo. Mais c'est essentiellement des physiciens, et ils ont hérité de ce prestige de la bombe atomique pour rafler énormément de moyens, en fait. Et donc, si les citoyens, à un moment, ne rentrent pas là-dedans en disant écoutez, il y a quand même des priorités plus larges, et donc, qu'est-ce qu'on veut consacrer aux sciences de la Terre? Qu'est-ce qu'on veut consacrer à l'exploration spatiale? À ce niveau-là de granularité, je pense que la parole des citoyens est vraiment importante. Après, pour transformer ces grandes questions simples qu'on aime bien ici, dans notre association qui s'appelle la Fabrique des questions simples, je fais un peu de pub, eh bien, au-delà de ces questions simples, c'est clair que pour transformer ces questions-là en questions de recherche, il faut aussi de l'expertise, et donc il faut que les experts et les scientifiques soient impliqués. Mais à un niveau macro, je pense que c'est vraiment essentiel qu'on partage ces décisions. Et pour compléter, en fait, je ne sais pas si la question, c'est de devoir demander l'avis du public, ou plutôt celle de rendre possible l'implication, et dans ce cas d'appliquer le principe de sciences ouvertes, voire de sciences participatives, donc documenter, plutôt sciences ouvertes, du coup documenter le processus scientifique, rendre accessibles les données pour rendre possible l'information, la documentation du public et l'implication et l'émission éventuelle d'avis sous forme d'organisation ou de manière individuelle. Et je pense que c'est plus là que se situe l'enjeu. Et est-ce que ça favoriserait pas une certaine type de classe, parce que les personnes donc, qui voudraient rentrer dans ce type de débat ne sont pas forcément les plus précaires ou les plus au sujet? C'est pour ça que j'ai dit peut-être sous forme d'organisation, où du coup ça serait peut-être ensuite il y aurait un niveau de prise en charge de ces informations et de cette documentation scientifique via peut-être des associations, des MJC, et après il y aurait peut-être de l'éducation populaire, des choses comme ça. Mais oui, individuellement, si chaque citoyen doit aller regarder tout ce que font les scientifiques pour ensuite réussir à exprimer un avis, ça crée forcément des inégalités très fortes.
Oui, je pense que c'est vraiment en amont, c'est-à-dire en fait, plutôt que de laisser les scientifiques faire ce qu'ils veulent et ensuite voir si c'est pertinent ou pas pour des gens qui, disons que ce n'est pas des questions qu'ils se posent eux, en fait. Et donc, si on veut vraiment intégrer ces publics-là, je pense qu'il faut plutôt partir de leurs questions et de dire, bah, voilà, c'est ça les questions pertinentes, et trouvons des scientifiques qui veuillent s'en emparer, en fait. Et donc, c'est aussi, disons, pour revenir à cette hiérarchie où c'est voilà, les disciplines les plus prestigieuses qui mènent la danse, je trouve que arrêter le FCC et même arrêter le CERN, ça serait un beau symbole en fait de la communauté scientifique qui se dirait bon bah finalement on a changé d'époque, quoi. On était dans l'époque de la bombe atomique, du contrôle, et maintenant on est rentré dans l'anthropocène, dans les limites planétaires, et cette quête cette quête c'est dans le titre de votre émission là, c'est marqué. Toujours aller plus loin, enfin il y a quelque chose comme ça, et je pense que le CERN, comme quête de toujours mettre plus d'énergie pour casser la matière de plus en plus et observer, c'est vraiment, je pense, antinomique avec l'idée de limite planétaire. Dit de manière un peu provocatrice, en fait, c'est un peu comme se dire on va chercher le nombre le plus haut, quoi. C'est-à-dire on va à chaque fois monter. Et donc le FCC, le CERN permettait d'aller au boson de Higgs. On veut aller plus loin, voilà. Mais en fait, c'est une quête qui s'arrêtera jamais. Et dont les résultats seront de plus en plus incompréhensibles, en fait, pour la plupart des gens. Donc, je pense que ce serait un très beau symbole de dire de la communauté scientifique qui elle-même a sorti l'alerte quand même sur le changement climatique, la biodiversité, de se dire ok. En tant que communauté scientifique, on prend ça au sérieux et donc on arrête les trucs qui n'ont pas beaucoup de sens. Et du coup, là, c'est trop intéressant parce que ça pose la question du rôle des chercheurs et des scientifiques. Où là, ça serait plus les scientifiques comme éclaireurs, mais les scientifiques au service de la société et des questions qui animent réellement les citoyens, citoyennes, les entreprises, enfin, tout le monde. Oui, parce qu'en fait, comme le disait donc Pablo, la justification, c'est que les chercheurs font ça pour l'humanité, pour apporter de la connaissance à l'humanité. Mais est-ce que l'humanité a besoin de connaissances aujourd'hui ou de défenseurs d'un point de vue Juste quand même, pour être factuel, là, dans le communiqué de presse du FCC, là où ils disent, voilà, il y a des milliardaires qui nous donnent $1 milliard de dollars pour continuer à faire le FCC, ils disent, voilà, on va apporter un éclairage nouveau sur des questions essentielles que se pose l'humanité et on va poursuivre l'éternelle quête de l'humanité. Voilà, et ils citent 4 fois l'humanité dans ce document-là. On se demande d'où ils tirent cette légitimité, puisque c'est concrètement ce qui va sortir de là. Même si les questions sont relativement générales, quel est le sens, comprendre l'univers, tout ça, on peut imaginer, on peut être d'accord sur le fait que c'est des questions relativement partagées, mais les réponses qui vont sortir du CERN, si on est un peu sérieux, ce n'est pertinent et compréhensible que pour 1 millier de chercheurs, peut-être 10 000. Allez. Et donc, par rapport à l'humanité, ça fait quand même pas tout à fait le même ordre de grandeur, quoi. C'est l'une des ambitions du débat public, effectivement, d'élargir cette sphère-là. Et pour reprendre cette question, est-ce que les objectifs scientifiques peuvent être appréhendés par les citoyens, citoyennes ? C'est aussi un des grands enjeux de notre débat. Et comme je le disais, ça peut venir par différentes formes. Une personne peut ne pas s'intéresser directement aux objectifs scientifiques, mais y venir à l'aune de la découverte du projet sous d'autres formes, sous des questions liées à l'impact, etc. Et ça fait partie, nous, des éléments d'entrée dans le débat public. C'est les premières réunions qu'on propose autour de cette question-là, de comment ça se discute, effectivement, et quelle est la place des citoyens avec cette question de la limite des connaissances a priori, en tous les cas, au départ. Moi, ce que j'observe dans tous les débats publics, c'est qu'il y a des citoyens et des citoyennes qui arrivent au contraire très armés sur ces questions et qui posent des questions qui sont très pertinentes et qui viennent bien souvent compléter la réflexion du porteur de projet, d'associations d'opposants ou d'associations qui vont soutenir le projet. Donc, bien entendu, moi, en tant que membre de la commission particulière du débat public sur ce projet-là, je vois pas de limite à cette question-là, si ce n'est qu'il faut un bon partage d'informations et il faut parfois aussi des façons d'entrer dans le débat qui sont particulières. On parlait effectivement de certains publics qui peuvent être éloignés un petit peu du débat. Nous, dans l'équipe du débat, on fait en sorte que ces publics-là trouvent leur place. Ça peut venir par des modalités d'animation dans les réunions, et puis ça, bien plus souvent
souvent par des modalités spécifiques qu'on va mettre en place sur le temps du débat. Sur ce débat-ci, on fait une grande place aux jeunes en étant présents dans les lycées, les écoles, les universités. Et on a aussi formé un groupe citoyen de jeunes de 18 à 28 ans qui vont précisément plancher sur cette question de sciences et société, qui peut s'octroyer le droit de dire quelque chose sur un projet scientifique, quoi. Et est-ce que dans la CNDP, il y a déjà eu ce genre de projet avec cette ambition en termes de taille, en termes de complexité ? Alors nous, on est quand même à la CNDP sur plutôt des gros projets, mais c'est vrai que celui-ci est particulier parce que les gros projets qu'on a eus ces dernières années étaient plutôt liés à l'énergie, notamment des projets de centrales nucléaires, mais il y a quand même le précédent du débat public sur ITER en 2006, où se posaient effectivement ces mêmes questions de est-ce que c'est pas trop complexe pour le public, et du coup, puisque c'est complexe, comment on fait en sorte que le public puisse s'intéresser d'une manière ou d'une autre au projet. Donc peut-être que l'ITER est une porte d'entrée à savoir comment est-ce qu'on vulgarise ce genre de projet très technique. Oui, par exemple, sur les premières réunions qu'on a eues, cette première semaine de débat, parce qu'on peut déjà faire un tout premier bilan, beaucoup de personnes nous ont dit, en fait, pour comprendre le projet, j'aurais déjà besoin de pouvoir le comparer au regard des travaux, par exemple, des matériaux excavés. Ça veut dire quoi ? 6,2 millions de tonnes de remblais. Ça se compare avec quel autre projet, etc. Donc voilà, par exemple, une clé d'entrée qui maintenant est assez régulière dans les débats publics, c'est d'avoir des infographies, des choses qui parlent au public et qui permettent effectivement de creuser ensuite, puisque la documentation existe, et puis les réunions publiques permettent aussi ensuite d'aller plus loin sur chacune des questions, mais de trouver les premiers outils qui permettent d'entrer dans le débat. D'accord, alors une autre question. Donc le FCC, c'est un projet à très grande envergure, même temporelle. On estime une mise en application autour des années 2070, si je ne me trompe pas, voire après, en tout cas pour la première phase du projet. 2040 pour la première phase. 2040 merci pour la première 2070 pour le FCC HH. Pour le HH. Voilà. Donc comment est-ce qu'on compare des bénéfices qui seront à très grand, qui seront très loin dans l'avenir et qui sont incertains, à des impacts dont on doit discuter aujourd'hui, notamment écologiques? Comment est-ce qu'aujourd'hui on justifie le raccordement électrique, l'excavation de tant de matière par rapport, et comment est-ce qu'on les compare à des bénéfices qui vont arriver dans un certain temps? Alors, je peux peut-être partir du dossier de présentation du projet, puisque donc, je le rappelle, c'est le CERN qui présente ce projet, et nous, Commission nationale du débat public, on fait une relecture simplement pour voir si on a à peu près compris et si les éléments sont complets. On est à une phase que nous on dit amont dans le projet, c'est-à-dire que tout n'est pas déterminé dans le projet, et en particulier sur les questions d'impact environnemental, il y a certaines études qui ne sont pas encore présentes, qui viendront plus tard, mais également dans la définition du projet, l'accès des puits, des choses comme ça ne sont pas encore définies parce que c'est un peu tôt dans le projet. Pour autant, vous le verrez dans le dossier de présentation, il y a quand même beaucoup d'informations. Il y a notamment les résultats d'une étude d'impact socio-économique et qu'est-ce que le projet rapporterait au territoire versus ce qui coûterait aussi au territoire. Donc voilà, il y a des données chiffrées et sur lesquelles nous on reviendra dans le cadre d'une réunion publique, parce que pour le coup, voilà, c'est des tableaux avec des chiffres, mais qu'il y a besoin de donner du corps à cette étude, par exemple. Mais voilà, il y a des méthodes pour le calculer, et ça fera l'objet d'un débat, je pense, très intéressant, notamment déjà sur la méthode de calcul, comment on calcule des bénéfices, des coûts, des impacts d'un tel projet, comme vous le dites, dans une échelle temporelle qui nous dépasse largement. Oui, donc quelles données sont pertinentes pour comparer ce genre de grands projets d'un point de vue écologique? Est-ce que c'est la consommation électrique? Est-ce que c'est l'empreinte carbone? Qu'est-ce qui est pertinent pour ce genre de projet? Parce que c'est pas les mêmes, je suppose, c'est pas les mêmes choses que quand nous on compare notre consommation personnelle quand on compare la consommation du FCC. Est-ce que c'est les mêmes données qui sont utilisées? De manière générale, quand on interroge ces grands projets
on va avoir de plus en plus une approche systémique et du coup tout prendre en compte en fait, à la fois les données de consommation énergétique, l'impact carbone, l'impact sur les écosystèmes, mais aussi l'impact sur les systèmes d'alimentation du territoire concerné, sur les réseaux d'acteurs, etc. Et en fait, de plus en plus, on essaye d'avoir ces approches vraiment qui prennent tout en compte, tout le cycle de vie, pour avoir une réponse la plus éclairante possible. Oui, merci. Je pense qu'effectivement, c'est complètement systémique. Après, nous, dans notre temps de débat et avec notre article de loi, même si on embrasse large, on reste quand même sur les impacts socio-économiques, aménagement du territoire, impacts environnementaux. On voit là-dedans que de plus en plus dans les débats publics, il y a des données qui sont essentielles comme le bilan carbone du projet. Et ensuite, d'autres données qui ont plus trait à quelque chose qui... alors, je ne sais pas s'il est souvent oublié, mais en tous les cas, dans les phases amont de projet, est peut-être un peu moins pensé, il s'affine dans la suite, mais c'est comment ce territoire qui va accueillir ce projet, il peut l'intégrer ou pas. Et ça, c'est très souvent, les débats publics prennent cette question à bras-le-corps assez tôt. Et c'est vraiment les échanges finaux portent beaucoup sur, en fait, voilà, quel est aussi le projet de territoire finalement, avec ou sans le projet, parce que je le redis que nous, on interroge les deux et finalement, ça permet d'avoir une histoire des possibles autour de le projet arrive, que deviendrait le territoire, le projet ne vient pas, que deviendrait le territoire. Il existe une alternative, qu'est-ce qu'elle fabriquerait? Et il faut aussi, disons, au-delà des impacts socio-économiques, s'interroger sur l'intérêt quand même premier du projet, normalement, tel qu'il est présenté, c'est-à-dire de faire avancer la connaissance et quelle connaissance, en fait. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on a un budget carbone, un budget euro et tout ce qu'on veut limité. Et donc, comment est-ce qu'on arbitre? Et là, il y a moins d'outils, évidemment, que des outils coût-bénéfice. C'est des arbitrages politiques, en fait, entre différents types de connaissances, parce que je pense que peut-être le point important là-dedans, c'est d'aller au-delà de ces idées qu'il y a la connaissance qui va avancer, en fait, et il faut faire un peu des choses un peu plus sophistiquées, dire quel type de connaissances, au service de quel type d'action, au service de quel type d'acteur, au service de quel futur, en fait. Et donc ça, c'est vraiment des choix politiques qu'il faut, et on revient à la question des citoyens. Et donc, il faut aussi analyser les documents du CERN, parce que c'est quand même une organisation puissante qui a quand même pas mal de moyens. Et quand on lit les communiqués de presse, enfin, disons, ils vendent les choses par essentiellement deux canaux, il me semble. Un, c'est cet apport de connaissances pour l'humanité, cette quête universelle. Bon, donc on pourra discuter de ça. On peut être réservé sur cette idée-là. Et deuxièmement, en fait, ce qu'ils vendent aussi pas mal, c'est la techno, en disant c'est au CERN que sont nées certaines technologies. Et donc, même si on ne peut pas anticiper, quand on met qu'il y a des milliers de chercheurs et d'ingénieurs quelque part, on leur donne des sous, et il va sortir des choses, quoi. Et ça, c'est la justification des milliardaires là, qui mettaient de l'argent pour faire sortir des technos. Ce qu'il faut remarquer, c'est que comme la connaissance, c'est pas neutre, la techno n'est pas neutre non plus. Et en fait, il y a techno et techno. Et donc, ce qui est sorti du CERN, c'est en gros du numérique et la résonance magnétique nucléaire, donc qui sont des techniques quand même qui sont réservées à un réseau technoscientifique très avancé, en fait. Donc, il faut des basses températures. C'est pour les pays riches, même l'imagerie médicale, c'est encore pour les pays riches parce que c'est des techniques qui demandent de la techno de pointe. Donc, en gros, ce qui va sortir, même si on ne sait pas exactement, c'est très probablement des technologies qui vont s'inscrire dans un monde numérique, dans un monde technologique de pointe. Et ce n'est pas un hasard si ceux qui financent, c'est des milliardaires qui se projettent dans ce futur-là, en fait. Et juste pour donner un cadre, si vous regardez les scénarios de l'ADEME, vous savez, il y a le scénario sobre, le scénario technosolutionniste, enfin, il ne s'appelle pas comme ça, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Les technos qui sortent du CERN, est-ce qu'elles s'inscrivent plutôt dans le scénario technosolutionniste de l'ADEME ou dans celui de la sobriété? C'est le genre de questions qu'il faudrait se poser. J'ai l'impression que ça va quand même bien plus côté technosolutionniste, mais en tout cas, c'est à chaque fois, il faut essayer d'enrichir ces idées de connaissances ou de techniques pour voir quel sous-domaine de technique et quel sous-domaine de connaissances ça apporte. Parce que sinon, c'est un débat qui est biaisé, en fait. Oui, je pense pour débattre de manière éclairée sur ce projet, il faut bien garder en tête que toutes ces
tout ce discours autour de la quête universelle, de la technologie, etc., en fait, ça s'inscrit déjà dans un récit précis qui est lui-même attaché au mythe du progrès, de l'homme qui va découvrir toutes les connaissances qu'il y a à découvrir. Et c'est déjà un récit qui est politique, qui est ancré et qu'il faut avoir en tête. Oui, ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans la société. Et est-ce que justement cette recherche constante de progrès, c'est compatible avec la notion de sobriété qui est aujourd'hui un petit peu centrale dans les décisions publiques? Progrès de quoi, en fait? Ah, c'est ça. Ça dépend de quel progrès on C'est une parle. bonne question. C'est vous qui l'a posé, donc. Et progrès au service de quoi Justement, le progrès, ça veut un peu tout et rien dire. On peut dire on cherche du progrès, mais si c'est pour mieux mesurer le boson de Higgs, est-ce qu'on peut appeler ça du progrès? Oui, certes, c'est du progrès, mais est-ce que ça a vraiment un impact? Après, ça veut tout et rien dire. C'est quand même un terme qui est assez galvaudé dans le sens où il est chargé sémiotiquement et que quand on dit progrès, tout le monde pense globalement à une fusée, à la conquête de l'espace. Enfin, on attache quand même le terme progrès au progrès technique et technologique. Du coup, ça veut quand même globalement dire ça. Après, si on le précise, on pourrait dire que toutes les connaissances qu'on a sur l'écologie, toutes les tentatives, les expérimentations qu'on fait pour essayer de repenser nos sociétés pour qu'elles soient plus sobres, c'est aussi du progrès. Mais peut-être qu'il faudrait un autre terme pour définir ça, pour justement s'éloigner de l'imaginaire autour du progrès technologique. Mais en même temps, est-ce qu'il faut renoncer au progrès technologique alors qu'il peut servir à l'écologie? Pas forcément. Mais en tout cas, peut-être déjà redéfinir collectivement les termes, ça serait déjà un beau chantier. Oui, et puis peut-être ajouter en support le progrès démocratique, parce que voilà, et il me semble effectivement que si on peut notamment avoir des espaces d'échange comme celui-ci et ailleurs sur ces notions de progrès, on a tous à y gagner effectivement. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans le temps du débat public, de se poser cette question-là en termes de progrès démocratique. On voit par exemple que la CNDP n'existait pas quand le projet LEP-LHC dans les années 80 a émergé. On a déjà un élément de progrès aujourd'hui puisqu'on a ces temps de débat qui n'ont pas existé dans les années précédentes. Il y avait d'autres formes, hein, mais voilà, il y a quand même quelques progrès aussi. Et voilà, moi, je défends ceux du volet démocratique. Alors, est-ce qu'il faudrait plutôt prioriser du coup les projets qui ont un impact sur notre société directement, ou est-ce que on peut continuer à mettre de l'argent dans des choses où on verra l'impact à très long terme et qui ne bénéficie pas directement à tous les citoyens? Parce que mieux mesurer le boson de Higgs, ça ne va pas changer le prix du pain pour personne. Est-ce qu'il faudrait prioriser dans un cadre de ressources limitées sur la planète? Je pense que je vais dans le sens de mon voisin. En fait, c'est pas à nous, à trois ici à table, de décider de quelle priorité. En fait, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut du CNDP plus souvent, en fait. Et donc, disons, le principe peut-être sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est c'est pas juste à quelques technocrates de décider ou à quelques scientifiques. C'est ce principe-là et qu'il faut ouvrir ces portes de la décision, d'inventer des manières astucieuses de le faire. Parce qu'il y a une petite étude qui a été menée sur comment a été voté le budget de la recherche il y a 2 ans, je crois. En fait, ça a été un amendement qui a été déposé, ça a pris 45 secondes et c'était je ne sais pas combien de milliards qui ont été en fait tout prédécidés et prémâchés à l'avance. En fait. Et quand on a essayé de comprendre avec l'association Sciences Citoyennes, donc il y a une des associations qui essaye justement de rendre, elle dit que la science est trop sérieuse pour la laisser aux scientifiques, donc c'est exactement ça. Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, tout est pré-mâché. Il y a même le Parlement, en fait. C'est pas se saisir, parce qu'on pourrait dire au moins le Parlement. On est dans une république, un régime parlementaire, c'est peut-être au moins par la représentation, ça pourrait être ça. Et en fait, même pas, parce que c'est déjà tout préparé en amont et par la hiérarchie dont je parlais tout à l'heure, quoi. Et puis cette question du pré-mâchage, c'est une des critiques qui est souvent opposée au dispositif de participation citoyenne, où souvent les thèmes qui vont être discutés en fait sont déjà décidés par l'action publique ou par d'autres organismes qui gèrent ces dispositifs. Et du coup, ça pose question sur mais est-ce que ça se trouve, les sujets qui vont être débattus en fait ne sont pas du tout ceux qui animent les citoyens et orientent déjà en fait les décisions. Et dans ce cadre,
est-ce que c'est vraiment de la participation citoyenne ou est-ce que c'est pas juste une norme de l'action publique et hop, on a coché la case. Ça, c'est le premier truc. Et sur des initiatives quand même pour intégrer plus de personnes dans les processus de décision scientifique, il y a notamment les instituts éco-citoyens qui commencent un petit peu à pousser partout en France et qui ont pour rôle de documenter les pollutions et de chercher des solutions aux pollutions environnementales. Et en fait, ça fonctionne comme des associations. Donc, il y a un CA, et dans le CA, il y a notamment un collège, enfin, il y a souvent du coup un collège citoyen, où il peut y avoir des collèges associatifs, et enfin, tout ce qui enfin, ça dépend pour chacun. Mais bref, c'est un premier type d'initiative qui va quand même dans le sens d'une science vraiment plus ouverte en amont, donc dès le vote des budgets alloués à la recherche. Donc, il y en a un qui a été créé à Lyon il n'y a pas longtemps, donc il faut lui faire de la pub aussi à l'Institut éco-citoyen, donc beaucoup autour de la pollution des PFAS, quoi. Voilà. D'accord, donc il y a de plus en plus en effet de choses comme ça qui se mettent en place. Comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut expliquer aux citoyens l'enjeu de ces projets et comment est-ce qu'on ne construit pas de la méfiance envers les scientifiques où on a l'impression que c'est une chose réservée à une élite. Comment est-ce qu'on leur fait comprendre que c'est des sujets quand même qui nous concernent tous, parce que c'est un petit peu l'enjeu du débat public aussi, de faire comprendre à tout le monde qu'ils ont un impact personnel mais aussi qu'il y a un impact au niveau de la société là-dessus. Le premier enjeu pour nous, c'est celui de la transparence, c'est-à-dire que l'information soit disponible. Voilà, c'est ça qui va permettre de rentrer en confiance dans un temps de débat public. Si effectivement il y a le sentiment que des éléments sont cachés, etc., c'est sûr que là, ça joue sur la confiance. Donc c'est souvent, nous, dans les débats publics, une question d'entrée dans le débat, quoi. De quoi vous avez besoin pour entrer en confiance dans ce débat. Bien souvent, c'est effectivement d'avoir de la clarté et de la transparence. Comme je le disais, on est sur une phase amont de projet, donc il est possible que des choses ne soient pas connues au stade où le débat public a lieu, et que soit indiqué le calendrier, le chemin, le moment où les études seront disponibles et les hypothèses, les scénarios sur lesquels on travaille, parce qu'avant de se lancer dans une étude plus sérieuse, on a quelques idées de ce qu'on recherche, etc. Donc pour nous, ça c'est un des éléments fondamentaux. Ouais. Et puis après, il y a aussi un autre élément qui est celui de l'écoute. C'est-à-dire que ça va aussi dans les deux sens. La communauté scientifique, le CERN là en l'occurrence, on lui demande dans le temps du débat public d'être aussi à l'écoute des préoccupations, des façons d'entrer dans le débat pour les personnes, parce que on prend l'habitude de présenter son projet d'une certaine façon, mais peut-être le public, lui, il aimerait en avoir une autre, donc de pouvoir être à l'écoute de ça, des préoccupations aussi des citoyens, citoyennes, de partir de ça pour ensuite construire un autre récit, une autre façon de présenter le projet. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure que les personnes qui participent à ce débat sont des personnes qui sont très armées, même si elles ne sont pas forcément scientifiques, en tout cas qui sont très renseignées sur ce genre de projet. Comment est-ce qu'on s'assure que ce n'est pas juste un débat pro-FCC, anti-FCC dans ce genre de cas ? Ce qui est important pour nous, c'est que ceux qui ont une opinion sur le projet, qu'elle soit pour ou qu'elle soit contre, soient présents dans le débat. Mais ce qu'on vise, c'est de faire venir aussi des personnes qui sont juste là à la recherche d'informations et se construisent petit à petit une opinion, ou d'ailleurs n'ont pas une obligation en soi de se construire une opinion, mais on voit bien souvent que ce qui anime un débat, ce qui le relance, c'est bien souvent les questions des personnes qui découvrent le projet, parce que bien souvent, les personnes qui ont une opinion bien tranchée sur le projet ont déjà discuté dans d'autres cercles ou en amont du débat ou pendant le débat sur d'autres espaces. Donc, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est effectivement qu'il y ait une pluralité de présentation, j'ose pas dire de représentation, parce que ça a pas forcément de sens dans un débat public. Ce qui compte pour nous, c'est que il y a une porte d'entrée qui permette de s'intéresser au débat et qui vienne relancer le débat sur des questions qui importent au public. Nous, on prépare un débat public à partir d'entretiens préalables qu'on fait avec des gens qui connaissent le projet, de toute nature, des collectivités publiques, des communes, des associations, le porteur de projet lui-même. Donc, ça nous donne quelques questionnements d'entrée, mais on a toute la place dans le débat public pour faire venir d'autres questions qui viendraient de personnes qui s'intéressent nouvellement au projet parce qu'ils en sont riverains, parce
parce que le projet les intéresse d'un point de vue scientifique, etc. Et c'est souvent ça qui vient relancer la dynamique du débat et poser de nouvelles questions. Donc, qui sont les personnes les plus intéressées? Est-ce que justement c'est les riverains? Est-ce que c'est des citoyens en tout genre? Est-ce que c'est des scientifiques en majorité? Ce qui est intéressant dans ce débat public-là, c'est que la communauté scientifique est intéressée et qu'il y a eu en amont un travail autour de ce qui s'appelle la stratégie européenne sur la physique des particules. Donc la communauté scientifique s'est déjà questionnée et a élaboré la stratégie qui vient dire le projet de FCC est celui qui paraît le plus pertinent. Mais il y a déjà dans la communauté scientifique eu un débat et des positions qui ont pu être nuancées, etc. Donc, c'est de pouvoir rendre compte de ça aussi dans le débat public. Et ensuite, vu la nature du projet, vu son étendue, si on s'intéresse aux riverains, on s'intéresse quand même à un territoire très, très large. Donc, bien entendu, les personnes qui sont directement concernées par le projet sont intéressées. Mais nous, on prévoit des modalités qui sont bien plus larges, dont un webinaire le 23 juin qui sera traduit en anglais parce que, en fait, c'est un projet qui dépasse même les frontières. Alors forcément, de France et de Suisse, on est sur un projet au moins européen. Il y a quand même beaucoup de pays membres du CERN. Et une des questions qui était posée au tout début du débat public, c'est qu'est-ce qui sera rendu, quel rendu compte les pays membres du CERN auront. Et donc, voilà, nous, on s'est dit, on va s'engager à traduire au moins le compte-rendu qu'on va produire en anglais pour qu'effectivement, ces pays-là puissent avoir une idée de ce qui s'est dit dans le temps du débat. Oui, même s'ils n'ont pas des organismes comme la CNDP, que la participation des citoyens n'est pas juste consultative, mais qu'elle a un réel impact sur ce projet. Alors, on le garantit déjà si le débat public a une certaine audience. Il nous faut du monde dans nos réunions, donc je fais un appel. Venez nombreux, nombreuses, posez vos questions, donnez vos avis sur le site internet aussi, parce que plus il y a d'avis, plus le débat a du poids. Et ensuite, tout se joue effectivement dans le moment où nous, on rend le compte-rendu. Qui va s'emparer du compte-rendu? En premier lieu, le CERN, comment il y répond sérieusement, en se posant les questions autour des recommandations qu'on va faire. Mais ce document, il est aussi public, donc chacune après peut revenir. On le voit assez régulièrement, des personnes qui ont dans leurs mains le compte-rendu d'un débat public ancien sur lequel ils disent voilà, il y avait telle question qui était posée, où en est le porteur de projet aujourd'hui alors que le projet avance. Donc voilà, il y a des aspects législatifs, le porteur de projet doit répondre à notre compte-rendu, et puis après il y a des aspects d'une dynamique autour, d'une dynamique démocratique, on peut dire. Plus les éléments de ce débat-là seront connus et font référence, et il me semble, plus il y aura de démocratie. Donc vous disiez tout à l'heure qu'il y avait, il me semble, un projet sur 10 qui était annulé. Oui, c'est ça, à la suite d'un débat public ou d'une concertation préalable, il y a environ un projet sur 10. Ouais. Donc c'est quand même un gros chiffre, c'est quand même important, ça c'est une certaine garantie aussi, et en effet ça a un impact. Et vous disiez aussi, il me semble, 6 projets sur 10 sont modifiés ou alors prennent en compte des modifications. Oui, il y a donc sur les 6 projets sur 10, on a des exemples par exemple d'éoliens en mer qui ont été relocalisés, qui ont été revus dans leur taille. On peut prendre aussi l'exemple du débat public sur le projet EPR2, donc la centrale nucléaire dans le budget, qui à la suite du débat a intégré plus de garanties sur les questions d'impact environnemental, en particulier la question de la sortie de la température de la sortie de l'eau à la centrale, où EDF s'est engagé à mettre en place un dispositif de refroidissement pour que l'eau sorte à la même température qu'elle est entrée. Enfin voilà, il y a des modifications, des caractéristiques qui peuvent être assez importantes. Très bien, tout ça se fait en amont. Et est-ce qu'en aval du projet, est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent de vérifier que les promesses sont bien tenues? Alors, nous, Commission nationale du débat public, on s'occupe donc de la partie amont qui va jusqu'à l'enquête publique. Ensuite, c'est les collègues commissaires enquêteurs qui, eux, vont prendre le relais sur la partie aval. Donc, il y a ce qu'on appelle, nous, un continuum de la participation. Il y a des professionnels de la participation, des autorités qui vont travailler sur ces questions Alors,
jusqu'à la phase chantier. Et on voit aussi que de plus en plus maintenant, surtout dans les grands projets, s'intègrent aussi des démarches alors, qui vont être plus de la médiation, mais qui peuvent encore être aussi un peu de concertation, notamment avec les riverains sur la phase chantier, et puis de dialogue avec les populations locales sur beaucoup de projets maintenant. Alors Virginie, est-ce que tu vois cet intérêt aussi dans les projets? Est-ce que c'est un intérêt qui est partagé par les personnes qui font ce projet, ou est-ce qu'ils voient plutôt ça comme une contrainte à respecter? De mettre en place des dispositifs de participation? Oui, alors ça, et notamment tout ce qui en émerge ensuite, en termes, je sais pas, par exemple de température de sortie. Moi, dans ce que j'ai observé dans ma thèse, c'est pris en compte, mais plus pour justifier et légitimer des décisions politiques, mais ça n'a, tout ce qui a été mis en place en termes de participation citoyenne n'a pas vraiment eu d'effet sur la décision. Mais par contre, c'est cité quand même dans les politiques publiques comme quelque chose qui a bien été fait et qui a bien été fait, mais il n'y a pas eu d'influence réelle sur le contenu. D'accord, donc c'est plus, comme on disait tout à l'heure, pour cocher une case que vraiment faire un effort. Mais ça dépend des projets. Ça dépend des projets. D'accord. Est-ce que ça dépend de la taille des projets aussi, ou... J'imagine qu'à plus petite échelle, c'est plus facile de faire des efforts plutôt qu'à plus grosse échelle, où il y a plusieurs branches du projet disponibles. Je ne sais pas si c'est ça qui joue ou si c'est à mon avis, ce qui va plus jouer, ça va plutôt être qui dimensionne le projet au début, donc que ce soit une politique publique ou un projet scientifique, technique, qu'importe, qui sont les acteurs impliqués et surtout quelle est la volonté politique derrière qui porte ces projets. Et ensuite, il va y avoir des volontés politiques qui vont plus pencher vers une forte attention au fait que le projet suive bien un processus démocratique, et d'autres peut-être que ça embarrassera plus. Donc, à mon avis, l'explication se trouve peut-être plutôt là, au niveau de la volonté politique. D'accord. Alors, plus que de la taille du projet. Alors, pour recentrer un peu sur le FCC, donc c'est un projet à très long terme, comme on l'a dit. Comment est-ce qu'on est sûr qu'en 2045, en 2070, on aura toujours les mêmes objectifs et qu'on se dira pas c'est trop tard, on a déjà construit un grand tunnel, on ne peut pas revenir en arrière, il faut l'exploiter? Parce que c'est une vision politique qui peut changer à très court terme. On a des élections présidentielles tous les 5 ans en France. Donc la vision politique peut changer aussi. On a l'exemple assez similaire du SSC. À l'époque, ça s'appelait, donc il y a toujours des C, mais c'est en fait un très grand accélérateur de particules qui était développé aux États-Unis dans les années 80-90, si ma mémoire est bonne. Et en fait, voilà, ça avait été lancé. Il y avait eu, alors je sais pas, je cite de mémoire, il faudrait vérifier, 2 milliards d'euros, d'euros, l'euro n'existait pas à l'époque, mais enfin de dollars, on va dire, qui avait été mis, un bout de tunnel qui avait été construit. Et en fait, l'alternance politique derrière a dit non, ça vaut pas le coup, et on a arrêté en fait. Et donc, on peut visiter les ruines de début de tunnel. Parce que voilà, on avait mis 2 milliards, mais il fallait encore en mettre, je sais pas, 10 ou 15, quoi. Et donc, à un moment, en gros, la communauté des physiciens des particules n'a pas été capable de convaincre des décideurs politiques que c'était une priorité. Et voilà, donc, j'avais été impliqué un peu à l'époque déjà, donc ça ne me rajeunit pas ces débats sur le FCC, en fait, parce que dans un journal de physique, un des physiciens des particules qui voulaient soutenir le projet avait sorti un article disant que si on veut construire le SSC, ce n'est pas juste pour la communauté des physiciens des particules, mais parce que c'est la seule manière de comprendre le monde quotidien dans lequel on vit. Je cite textuellement. Et donc, comme c'était publié dans une très bonne revue de physique, je m'étais dit, quand même, moi j'étais plutôt en physique de la matière, on va dire, donc plutôt macroscopique, quoi, de la matière quotidienne. Et en fait, même en utilisant de la physique, donc c'était même pas des choix politiques ou quoi que ça, c'est vraiment des trucs techniques, on peut montrer en fait que c'est vraiment faux, en fait, même du point de vue de la physique. C'est-à-dire que ce qu'on va faire sur ces échelles de grandeur, donc vraiment subatomiques,
ça ne concerne que ce qui se passe à ces niveaux-là, en fait, et que tout le monde macroscopique, même la physique, c'est-à-dire c'est même pas le quotidien hors physique, mais même dans les labos de physique, on travaille avec, mettons, des noyaux et des électrons. Voilà, et en fait, on les connaît très bien, ces particules-là. On a leur charge, leur masse, et on peut faire toute la physique qu'on veut à partir de ça. Et donc, quoi qu'on découvre dans ces grands tunnels du SCC ou du UFCC, ou etc., en fait, ça ne va pas affecter ces masses qu'on connaît bien, et donc toute la physique, elle est au-dessus de ça, en fait. Et donc, c'est vraiment, enfin, il faut voir la réalité. Donc, je reviens un tout petit peu sur ce côté, un des arguments du FCC, c'est que on va comprendre les fondements de l'univers, c'est de la physique fondamentale, et cette métaphore de la fondation est totalement fausse, en fait, parce que qui dit fondation dit, si on a une maison, on enlève la fondation, la maison se casse la gueule. Et donc, on a vraiment besoin de fondation et de fondement. Et il joue sur cette métaphore de dire, voilà, nous, ce qu'on découvre, c'est vraiment ce qui donne le fondement à l'univers. Et ça, les historiens ont aussi montré que ça, c'était quelque chose qui était très théologique, et ça vient d'une vision vraiment religieuse de l'univers qui va dès Newton, enfin, on pourra en reparler si ça vous intéresse, mais et en fait, si on fait de la physique et de la science sérieusement, on se rend compte qu'une vision beaucoup plus scientifique, c'est que la réalité est feuilletée. En fait, il y a des niveaux et vous pouvez étudier les niveaux indépendamment les uns des autres. C'est pour ça qu'il y a des disciplines, les biologistes, ils s'en fichent de ce qui se passe en physique, enfin, quelques exceptions près, on va dire, mais en gros, ils ont leurs propres entités de base et ils font avec la cellule, ils font avec le génome. Et tout ce qui se passe en dessous, c'est très intéressant pour les physiciens des particules, c'est clair, mais pas pour les autres, quoi. Et donc, voilà, enfin, c'est pas plus fondamental qu'autre chose. On pourrait même argumenter aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de savoir comment se nourrir, comment résister, comment avoir des sols qui sont en bonne santé, comment s'occuper de la zone critique dont on parle. Donc, c'est plutôt des disciplines comme, je sais pas, la géologie, la biologie, la biodiversité. Ça, c'est ce qui fait le fondement de notre vie sur cette Terre, et pas un fondement religieux de l'univers à partir de quelques particules. Voilà. D'ailleurs, heureusement qu'on peut procéder comme ça de manière macroscopique vers le microscopique, parce que si on n'avait pas pu, on n'aurait rien pu découvrir tant qu'on ne connaissait pas la physique des particules, etc. Oui, tout à fait. Mais la technologie... Mais Newton le dit, enfin, juste pour donner cet exemple-là, Newton, donc on est au XVIIIe siècle, mais un des fondateurs quand même de la vision scientifique, un des grands-pères de la physique, il cherche les atomes, parce qu'il dit, les atomes, en fait, c'est des particules que Dieu a créées et que aucune force humaine ne peut détruire, et c'est important qu'il y ait des particules comme ça, parce que sinon l'univers, il s'effriterait petit à petit. On a besoin de trucs qui tiennent la baraque comme il faut pour qu'on puisse être tranquille que l'univers va toujours exister, quoi, et qu'on puisse... Il y a un côté vraiment rassurant comme ça, et si vous lisez, on parlait du boson de Higgs tout à l'heure, si vous lisez le communiqué de presse du comité Nobel 2012, si ma mémoire est bonne, qui a donné le boson de Higgs, ils disent... c'est super important le boson de Higgs, parce qu'en gros, ça a confirmé le modèle standard. Et le modèle standard, ça nous garantit qu'il y a des particules et qu'il y a des règles et que tout se passe comme il faut, quoi. Et qu'en gros, l'univers tient parce qu'il y a toutes les règles qui sont respectées et que le modèle standard va bien, en fait. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est vraiment la même phrase que Newton, quoi. Enfin, donc, il y a un côté, c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté religieux. Alors, ça énerve beaucoup mes collègues, là, quand je dis ça, mais bon. Oui, et il faudrait effectivement, je pense, avoir un débat qui sera tout à fait intéressant avec le CERN sur ces aspects-là, autour des objectifs, des fondamentaux de la recherche, effectivement, parce que pour le coup, on voit que dans la communauté scientifique, ça fait effectivement débat. Oui. Et pour revenir sur cette question de que se passera-t-il en 2045 et est-ce qu'on peut tenir un grand projet, ça fait déjà partie des éléments du démarrage du débat public, et c'est notamment quasiment mot pour mot une des questions qu'a posé le groupe citoyen, en disant, en rajoutant aussi les aspects de conflit, tout ce qui va être géopolitique et effectivement d'alternance politique, comment un projet peut tenir comme celui-ci. Donc le CERN a des réponses, hein. On a commencé à évoquer la question de la gouvernance de ce projet, comment on décide avec autant d'États, etc., etc. Mais voilà, effectivement, je pense que ça fait partie des questions qu'on pourra continuer à creuser dans le temps du débat, parce elle intéresse énormément le public et elle est effectivement, pour le coup, fondamentale. Ouais. Alors, on va sûrement finir sur une question. Est-ce qu'on peut vulgariser tous les projets pour le grand public, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont factuellement invulgarisables parce que trop complexes, parce que trop éloignées de la réalité des gens ?
Alors, si vous me regardez, comme moi je ne suis pas scientifique, je vais juste réagir avec ma vision personnelle. Il y a des sujets qui me font peur scientifiquement, sur lesquels j'ai pas envie d'aller. Par contre, je me dis que si on m'apporte les bons outils, si on me tient par la main, etc., il y a a priori aucun sujet sur lequel je vais me dire je vais renoncer, je vais pas y aller. Et à partir du moment aussi où, comme je le disais, un projet, quand il est présenté en tous les cas auprès de la Commission nationale du débat public, il emporte avec lui beaucoup plus de questions qui sont celles d'un projet en tant que tel que de questions scientifiques. Et je dirais que, enfin, moi qui organise des concertations, débats publics, quand il y a un projet de pont, j'ai jamais entendu dire que les habitantes autour du pont n'avaient pas le droit d'intervenir parce qu'ils connaissaient pas comment on construit un pont. La question technique du pont ne se pose pas. Or, elle peut se poser parce que moi, je sais pas construire un pont. Donc, on pourrait me dire, tu n'es pas légitime à débattre de l'installation d'un pont parce que tu n'en connais pas la technique. Ça se pose pas. Et ça se pose sur des projets comme celui-ci. Ça se pose sur les projets aussi de centrales nucléaires où on vient illégitimer, invalider la parole des citoyens, citoyennes. Et moi, j'estime que c'est quand même à peu près la même chose. Il y a un projet, il a des composantes complexes. Les personnes qui veulent s'intéresser à ces composantes complexes, il faut pouvoir leur donner les clés pour le faire. Celles qui n'ont pas envie ou besoin, elles ont d'autres éléments à discuter dans le cadre de ce débat et elles sont tout à fait légitimes. Moi, je pense aussi que tout est vulgarisable et qu'il faut juste démultiplier les supports, puisque il y a des personnes qui vont mieux comprendre sous forme de vidéos, sous forme de conférences, enfin, qu'importe, et du coup permettre au plus grand nombre d'accéder à une même connaissance via ces différents supports. Et comme exemple, il y avait, par exemple, pendant la Convention citoyenne pour le climat, les participants, en sortant, disaient qu'ils avaient été ravis de comprendre vraiment tous les enjeux autour de la crise environnementale, alors que c'est éminemment complexe. Et en fait, et que c'était des personnes qui venaient de tout horizon, donc qui étaient plus ou moins diplômées, plus ou moins proches des disciplines qui permettent de documenter la crise climatique et qui avaient en plus des âges très variés aussi et qui ont tous été absolument capables de comprendre, parce que c'est ça la clé peut-être. Ils ont pu prendre le temps, on leur a offert ce temps-là. Oui, mais c'est peut-être pas qu'une question de temps, mais d'intérêt aussi. C'est pour ça que je refais un coup de pub pour la fabrique des questions simples. Non, parce qu'en fait, je pense que tout le monde peut comprendre les enjeux et quand les questions sont pertinentes. Après, les réponses elles-mêmes, honnêtement, moi, je ne suis pas capable d'expliquer le boson de Higgs de manière sincère, quoi, par exemple. Donc, même, je suis quand même dans un labo de physique, etc. Et je trouve que sur ces sujets-là, justement, la vulgarisation, elle passe par des chemins détournés qui sont voilà, les trucs fondamentaux de l'univers, la particule qui crée la masse, Dieu, on va voir la main de Dieu. Ça, c'était la phrase de Stephen Hawking qui dit, voilà, avec ces accélérateurs et ces télescopes, on va voir enfin le doigt de Dieu qui crée l'univers. Enfin, il y a des métaphores comme ça. On passe beaucoup par ce truc-là. Et ça, c'est ce que quelqu'un qui avait étudié la vulgarisation appelle l'effet vitrine, en fait. C'est-à-dire qu'on vous met tous ces trucs scientifiques comme derrière une vitrine à laquelle vous n'avez pas vraiment accès, parce qu'en fait, la seule manière vraiment pertinente d'y avoir accès, c'est par la pratique et par la participation à la communauté, en fait, pour saisir vraiment ce que ça veut dire, ces trucs-là. Sinon, vous voyez, vous créez un chemin, mais ce chemin-là, il peut être aussi un peu fantasmé et un peu de la propagande, en fait, dans certains cas. Et on voit bien beaucoup de physiciens, mais moi aussi, on rentre en physique, alors je ne sais pas pour vous, mais voilà, parce qu'on a lu ces trucs de vulgarisation, ces lois fondamentales, la mécanique quantique, la relativité générale, etc. Et en fait, quand on commence à les étudier à la fac, c'était mon cas, commence à les étudier, en fait, on se rend compte que tout ça, en fait, ça se ramène quand même à des choses beaucoup plus terre à terre. Et en fait, j'ai fui et je suis parti vraiment vers la physique plus quotidienne, enfin les cellules solaires, des choses comme ça, parce que je me suis rendu compte qu'une fois qu'on casse la vitrine, ce qu'il y a derrière, ça a l'air très joli avec les éclairages et tout ça, mais voilà, c'est un peu de la pub mensongère quand même. Donc la vulgarisation, il faut aussi un peu se méfier et en fait passer par des gens, des experts, et un débat contradictoire à l'intérieur même des experts, en fait, pour qu'on voit jusqu'à quel point cette vulgarisation, elle est vraiment sincère ou authentique.
Donc il y a un effet sémantique là aussi, où en effet, par exemple, pour le boson de Higgs, on parle de la particule de Dieu, de God's particle. Ouais, voilà, ouais, mais c'est ça. Alors qu'en fait, c'est une erreur historiquement parce que on parlait de la goddamn particle parce qu'on n'arrivait pas à la trouver. Et que pour le publier, il me semble que le journal qui a publié l'article de goddamn particle, il a raccourci le titre en de God's particle. Et ben voilà. Et depuis, on appelle ça la particule de Dieu, alors qu'aucun physicien n'a jamais prétendu que c'est la particule de Dieu. C'est marrant. On va finir là-dessus. Je vous remercie à tous Merci d'être venus à beaucoup. cette table ronde. Merci. J'espère que vous en avez appris plus sur le projet du FCC. Et je vous souhaite une bonne journée avec Radio Anthropocène. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.